Un berger allemand tira sur sa laisse, entraînant son officier dans la chaleur étouffante du Texas. Il ne traquait pas un suspect. Il traquait l'odeur du mal absolu. Il n'était jamais censé trouver cet endroit. Mais profondément dans les terres incultes isolées, cachées du monde, un garçon de 7 ans et sa petite sœur étaient attachés à un poteau, attendant la mort. Un grand chaudron de fer rempli d'huile bouillait devant eux. La femme qui les observait vit l'officier approcher, mais elle rit, croyant qu'il était trop tard. Elle n'avait pas compté sur le gardien à ses côtés. Le chien entendit le gémissement sous le crépitement, et il se souvint ce que cela signifiait de défendre les sans défense. Ce qui se passa ensuite vous fera pleurer et croire au gardien que Dieu envoie. Avant de commencer, dites-moi d'où vous regardez. Indiquez votre pays dans les commentaires ci-dessous. Et si vous croyez qu'aucune âme, humaine ou animale, ne devrait jamais être laissée seule face à l'obscurité, cliquez sur le bouton d'abonnement, car cette histoire, celle-ci, pourrait bien restaurer votre foi en les miracles. Le soleil d'Austin n'était pas une lumière. C'était un poids physique. Il pesait sur les faubourgs poussiéreux de la ville, cuisant le sol calcaire, jusqu'à le craqueler et transformant l'air en une brume chatoyante qui déformait l'horizon. C'était le genre de chaleur qui faisait taire les oiseaux et soupirer l'asphalte. Une couverture lourde et oppressante qui sentait le genévrier séché et la roche chaude. C'était la zone de patrouille de l'officier Callan et de son partenaire. Une étendue solitaire de patrouille semi-rurale où les pelouses manucurées de la banlieue s'effilochaient en terre inculte et sauvage. La climatisation du véhicule avait été un répit temporaire. Mais maintenant, en patrouille à pied, l'air était un adversaire. Callan sentit la sueur tracer des lignes dans la poussière sur son cou, son uniforme bleu foncé d'APD K9 virant à une teinte plus foncée. C'était un homme grand, 1,80 m, avec la carrure aux larges épaules de quelqu'un qui avait autrefois été athlétique, mais qui semblait maintenant lisse, accablé par plus que son ceinturon de service et de son gilet pare-balles. Ses cheveux étaient courts, coupés militairement, brun foncé, mais son visage était prématurément usé pour un homme d'une trentaine d'années. La caractéristique la plus révélatrice était ses yeux. Ils étaient gris, plats et distants, scannants, évaluant constamment, mais pas pour les menaces du présent. Callan cherchait des fantômes. À ses côtés, parfaitement au pas, se tenait Orion. Orion était un berger allemand de 4 ans, un animal magnifique de 40 kilolioles. Son pelage était d'un zibeline et noir profond et riche, ses oreilles perpétuellement alertes. C'était un officier caneux dans la fleur de l'âge, intelligent, discipliné et totalement dévoué. Mais Orion était plus qu'un outil, c'était une encre. Là où Callan était effiloché, Orion était entier. Là où Callan était perdu dans le passé, Orion était intensément concentré sur le présent. Ses yeux ambrés ne quittaient que rarement son maître. Son museau noir et humide échantillonnait constamment l'air chaud. Il était le système d'alerte précoce de Callan, non seulement pour les suspects, mais aussi pour les ombres dans l'esprit de Callan lui-même. Leurs bottes et leurs pattes craquaient sur le gravier du sentier coupe-feu. Le seul son en dehors du bourdonnement lointain de l'autoroute Mopac et du râle sec et incessant des cigales. C'était la pire partie de la journée, la monotonie silencieuse. Elle laissait de la place aux souvenirs pour respirer. La main de Callan se serra sur la laisse d'Orion, un tic réflexe. Il sentit le picotement froid familier à la base de son crâne, le précurseur d'un flashback. Orion le sentit instantanément. Le subtil changement dans la prise de Callan, l'accroc presque imperceptible dans sa respiration. Le berger rompit son pas parfait, cognant sa tête contre la main de Callan, émettant un gémissement bas et inquiet, profond dans sa poitrine. « Ça va, oh !» murmura Callan, sa voix rauque. Mais il n'allait pas bien. Le crépitement statique de la radio sur son épaule fut le déclencheur. Il y a 6 mois, ce même son avait été la bande-son de la fin de son monde. Il n'était pas sur une piste chaude. Il était de retour dans un couloir exigu et sombre,
l'air imprégné de l'odeur du cuivre et de la poudre. Il regardait son partenaire humain, Rick, tomber. Rick, qui avait toujours un petit cigare bon marché derrière l'oreille et un rire fort et retentissant qui agaçait tout le monde à l'appel. Rick, de solide carrure, avec une épaisse moustache et des yeux bienveillants, qu'il avait convaincu de rejoindre l'unité K9 après son divorce. Le souvenir se déroula au ralenti, angoissant. Le bois qui volait en éclats de la porte, l'éclair de gueule provenant de l'obscurité, le regard de surprise et de trahison sur le visage de Rick alors qu'il trébuchait en arrière. Kalin s'était figé. Ce ne fut qu'une seconde, peut-être moins. Mais cela lui parut une éternité. Il était censé assurer la couverture. Il était censé surveiller l'entrée à haut risque. Il s'était figé et Rick avait gargouillé, un son que Kalin entendait encore dans son sommeil, la tache rouge s'étalant sur sa poitrine, trouvant le point vulnérable que son gilet ne couvrait pas. L'impuissance de Kalin avait un goût physique, comme de la cendre dans sa bouche. Il avait échoué. Il avait été impuissant. Kalin. Il revint brusquement au présent, réalisant qu'il avait cessé de marcher. Il n'avait pas dit son propre nom. Il imaginait la voix de Rick. Il secoua la tête, essayant de chasser l'image des yeux de Rick perdant leur éclat. Orion gémissait à nouveau, plus insistant maintenant, tirant doucement sur la laisse, forçant son maître à faire un pas, à rester ancré au monde des vivants. « Je suis là, mon grand, » dit Kalin, frottant la tête puissante du chien. « Je suis avec toi. » Il se força à se concentrer, à cataloguer son environnement comme il avait été entraîné. La chaleur, la poussière, le sentier vide, tout était normal. Il méprisait la normalité. La normalité était le moment où le monde basculait. Ils continuèrent de marcher. Kalin essayait de réguler sa respiration. Orion restait exceptionnellement près, sa fourrure effleurant la jambe de Kalin. Une présence solide et rassurante. Ils approchaient d'une section du sentier notoirement isolée. Une décharge pour vieux pneus et meubles cassés, cachée de la route principale par un dense peuplement de cactus nopal épineux et de mesquites noueux. L'air était immobile, la chaleur à son zénith. Et puis Orion s'arrêta. Il ne s'arrêta pas seulement. Il devint rigide, tout son corps figé comme une statue, la tête haute, les oreilles pivotant vers l'avant. Un grognement bas et menaçant gronda dans sa poitrine, complètement différent du gémissement inquiet d'un instant auparavant. Ce n'était pas le chien qui réconfortait son maître, c'était l'officier KN9 en service. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Kalin, sa main se déplaçant instinctivement de la laisse à la poignée usée de son pistolet de service. Orion ne regarda pas en arrière. Il inspira profondément et trembla en l'air. Puis il laissa échapper un seul aboiement aigu et autoritaire qui transperça la chaleur oppressante. Avant que Kalin ne puisse réagir, Orion s'élança, tirant la laisse à fond avec une telle force qu'il manqua d'arracher l'officier de ses pieds. « Orion, aux pieds !» ordonna Kalin, mais le chien l'ignora, poussé par quelque chose que Kalin ne pouvait ni voir ni sentir. Le chien le traînait hors du sentier, droit vers la dense broussaille de cactus. « Orion !» cria Kalin, plantant ses talons dans le sol. Mais le chien était implacable, s'étranglant contre son collier. Ce n'était pas le protocole. C'était du désespoir. Kalin céda, laissant le chien le guider, se frayant un chemin à travers les aiguilles acérées des mesquites, son uniforme s'accrochant aux épines. Ils débouchèrent sur une petite clairière cachée, une parcelle de terre brûlée par le soleil, dissimulée de tous les côtés. Et Kalin le vit. Ce n'était pas un feu de camp. Ce n'était pas un barbecue. Une fine volute de fumée grasse s'élevait derrière un abri métallique délabré et rouillé. Ce n'était pas la fumée grise et paresseuse de feuilles brûlantes, ni la fumée blanche et gonflée de bois. Elle était fine, presque noire, et elle portait une odeur chimique âcre et huileuse qui serra l'estomac de Kalin. C'était l'odeur de quelque chose de terriblement, fondamentalement erroné. L'odeur chimique s'intensifia,
recouvrant l'arrière de la gorge de Kalin. Elle était âcre, épaisse et indéniablement l'odeur d'huile brûlante. Kalin posa une paume plate sur la tête d'Orion, le signal universel de silence. Doucement au silence, le chien, un professionnel consommé, étouffa instantanément son grognement, mais son corps resta tendu comme un ressort, ses muscles tremblants d'énergie contenue. Kalin dégaina son pistolet, le tenant bas contre sa cuisse. Il se déplaça avec une économie de mouvement exercée, contournant la tôle ondulée rouillée de l'abri, Orion se déplaçant avec lui comme une ombre. La chaleur du soleil rivalisait maintenant avec une source de chaleur différente, plus concentrée. En contournant le coin, l'esprit de Kalin, entraîné au combat urbain et aux troubles domestiques, lutta pour assimiler la scène. C'était un tableau issu d'un cauchemar médiéval, tombé surréel et grotesque sous le soleil brûlant du Texas. Ce n'était pas un paysage infernal de feu et de soufre. C'était pire. C'était méthodique. Au centre de la clairière se trouvait une énorme marmite en fonte noire d'au moins 1 à 20 mètres de diamètre. Un chaudron brûlant du type que les éleveurs utilisaient il y a des décennies pour abattre les porcs. Elle était perchée précairement sur un puissant brûleur à propane, du genre utilisé pour la friture industrielle, relié par un épais tuyau en caoutchouc à une grande bouteille de propane argenté. L'air au-dessus du chaudron chatoyait violemment, et la fumée huileuse que Kalin avait vue s'élevait du liquide bouillonnant et pétillant à l'intérieur. Le son était un faible, terrifiant sifflement et crépitement. Un son qui promettait l'agonie. Mais le son qui glaça vraiment le sang de Kalin n'était pas un cri. C'était un gémissement. Attaché à un poteau de clôture en bois robuste, à quelques mètres de cet appareil infernal, se trouvaient 2 enfants. Le premier était un garçon, petit et d'une maigreur douloureuse pour son âge. Ce devait être Léo. Il semblait avoir environ 7 ans, ses côtes clairement visibles sous un t-shirt sale qui pendait sur ses épaules osseuses. Son visage était un masque de terreur pure et paralysante, strié de saleté et de larmes séchées depuis longtemps. Ses poignets étaient liés au poteau avec une corde épaisse et abrasive, la peau écorchée. Il n'était pas seulement effrayé, il était brisé, ses yeux grands ouverts et vides, fixant la cuve bouillonnante. Blotti à ses pieds, également attaché par une corde enroulée autour de son lange, se trouvait un nourrisson. Ce devait être Luna. Elle était minuscule, peut-être 6 mois, son visage rouge et marbré, ses cris faibles et épuisés, peu plus qu'un gémissement résigné et pathétique contre le crépitement régulier de l'huile. Léo, malgré ses propres liens, était tordu maladroitement, essayant désespérément de protéger le nourrisson avec son propre corps émacié, un geste futile de protection. Kalin sentit la glace trop familière lui serrer la colonne vertébrale, la paralysie qu'il avait ressentie dans ce couloir avec Rick. Non, pas encore. Il força l'air dans ses poumons, sa prise se resserrant sur son pistolet. Il suivit le tuyau de la bouteille au brûleur, et debout à côté, contrôlant la flamme, se tenait une femme. Elle était la source de l'horreur ultime de la scène, le point focal de son caractère aberrant. C'était Morgan. Elle était d'une beauté saisissante, grande et mince, avec de longs cheveux d'un noir corbeau immaculé tirés en chignon serré. Sa peau était pâle comme la porcelaine, apparemment intouchée par le soleil oppressant. Elle portait une robe d'été blanche, simple et propre, un contraste saisissant et angélique avec la saleté et le désespoir autour d'elle. Elle n'était pas frénétique, pas enragée. Son expression était celle d'une concentration douce et détachée, comme un chef s'occupant d'une recette complexe. Elle tenait une louche métallique lourde à long manche, du genre utilisé dans les cuisines industrielles, la tapant légèrement contre sa paume. Elle semblait complètement placide, une statue de marbre au milieu d'une scène de profonde violence. Ce calme, cette placidité terrifiante était plus étrange et monstrueuse que n'importe quelle rage hurlante n'aurait jamais pu l'être. Orion le sentit aussi.
Un grondement bas et profond commença dans sa poitrine, un son de haine pure pour quelque chose qu'il reconnaissait comme fondamentalement contre nature. Colin leva son arme. « Hé, PD, éloignez-vous des enfants. Mains en l'air, maintenant. » L'ordre fut fort, résonnant platement dans l'air mort et chaud. Morgane se retourna. Elle ne sursauta pas. Elle ne tressaillit pas. Elle tourna simplement la tête lentement, comme si elle était légèrement agacée par l'interruption. Ses yeux, d'un bleu froid saisissant, rencontrèrent ceux de Callan. Un petit sourire presque agréable effleura ses lèvres. « Oh, de la compagnie !» dit-elle, sa voix légère et mélodique. Elle ne prêta aucune attention au pistolet dans sa main. Elle ignora le berger allemand grognant à ses côtés. Son regard se porta sur les enfants, plus précisément sur Léo. Le garçon tremblait maintenant violemment, espoir et terreur se livrant bataille sur son petit visage. Morgan leva la lourde louche métallique et la laissa retomber avec un claquement sec contre le bord en fer du chaudron. Le son fut assourdissant, une cloche du jugement. Léo tressaillit si fort que sa tête frappa le poteau derrière lui. « Ton père, » dit Morgan, sa voix toujours conversationnelle comme si elle discutait du temps. « T'aime aussi, il t'aime trop. C'est compliqué. » Elle plongea la louche dans la cuve, non pour puiser, mais juste pour remuer, son visage reflétant l'huile bouillonnante. Il doit apprendre à perdre des choses. Il doit être purifié. Nous deux. Elle tourna son regard froid aux yeux bleus entièrement vers le garçon de 7 ans. Alors, tu choisis, Léo. C'est ton tour d'être le grand garçon, le préféré de ton père, ou le nouveau. Elle fit un geste avec la louche, d'abord vers lui, puis vers le paquet gémissant qui était sa sœur. Qui va en premier? Léo se contenta de regarder, sa mâchoire travaillant, mais aucun son ne sortant, tout son corps tremblant dans un cri silencieux. Il ne put que se presser plus fort contre le poteau, essayant de couvrir sa petite sœur. « J'ai dit, mains en l'air, éloignez-vous d'eux. » La voix de Callan était un rugissement tendu, transperçant l'air lourd et huileux. La femme, Morgan, se contenta de rire. Ce n'était pas un son d'hystérie ou de peur. C'était un rire léger et aérien, comme on pourrait en laisser échapper pour une blague légèrement amusante. C'était le son le plus terrifiant que Callan ait jamais entendu. « Oh, vous avez regardé un moment, n'est-ce pas ?» dit-elle, se tournant finalement pour lui faire face. Elle ignora complètement le pistolet pointé sur son centre de masse. Ses yeux bleus froids se posèrent sur Orion, qui tirait maintenant sur la laisse, son grognement profond de sa poitrine vibrant d'un besoin d'attaquer. Quel bel animal, une telle concentration, mais vous interrompez notre petite purification familiale. Elle fit un pas délibéré loin de Callan et vers la grande bouteille de propane. D'un mouvement décontracté presque élégant, elle se pencha et tourna la vanne. Le rugissement du brûleur s'intensifia instantanément, et le crépitement bouillonnant de l'huile dans le chaudron monta à un niveau de pétillement frénétique. L'onde de chaleur qui s'en dégageait était palpable, forçant Callan à plisser les yeux. Morgan utilisa la longue louche métallique pour pointer, non pas Callan, mais le paquet gémissant qui était Luna. « Celle-ci, dit-elle d'un ton de conversation, est le vrai problème. Un attachement si désordonné. Marcus ne pouvait tout simplement pas laisser son passé derrière lui, vous voyez. » Callan sentit la vieille glace familière lui montant le long de la colonne vertébrale. La sensation fantôme de paralysie de ce couloir sombre. « Ne te fige pas. Pas maintenant. » Il força ses jambes à bouger, faisant un demi-passe de côté, essayant de créer un meilleur angle pour se placer entre elle et les enfants. « Madame, je ne le répéterai pas, » dit-il, sa voix s'abaissant, essayant de retrouver l'autorité qu'il commandait si facilement. « Laissez les enfants partir. Nous pouvons en parler. » Morgan sourit à nouveau, une expression béatifique et sereine qui donna la chair de poule à Callan. « Parler? Mais j'ai enfin fini de parler. J'ai essayé de lui faire comprendre. Une nouvelle vie a besoin d'une table rase. On ne peut pas construire une belle nouvelle maison et laisser les vieux meubles pourris dans le salon. »
Elle fit un geste vers les deux enfants. C'est juste de l'encombrement. Sa voix était dépourvue de malice. C'était la déclaration simple et logique d'une sociopathe. Kalin vit la situation lui échapper. Elle était trop détachée, trop loin pour la désescalade. Son regard jeta un coup d'œil à Léo. Les grands yeux terrifiés du garçon étaient fixés sur lui. Il n'était pas juste un enfant. Il était un otage, un témoin, une victime. Dans ce moment de contact visuel, Kalin vit quelque chose percer la peur catatonique du garçon. Les lèvres gercées de Léo s'entr'ouvrirent et un son à peine plus fort que le sifflement du brûleur s'échappa de lui. « S'il vous plaît, Luna, sauvez Luna !» Le murmure fut un coup physique pour Kalin. C'était la voix des impuissants, la voix à laquelle il n'avait pas réussi à répondre pour Rick. Il brisa sa paralysie, la remplaçant par une rage froide et concentrée. Mais le murmure avait aussi atteint Morgan. Son masque placide se fendit enfin, sa tête se tourna brusquement vers Léo, ses yeux se plissant d'irritation. « Oh » siffla-t-elle, la voix gutturale et mélodique disparut, remplacée par quelque chose d'aigu et de venimeux. Alors, le petit lion parla après tout, protégeant le nouveau petit. Elle s'avança à grands pas vers le chaudron, sa robe blanche immaculée contre la saleté. « Je suis fatiguée de ce jeu. » D'un mouvement rapide et puissant, elle plongea la lourde louche profondément dans la cuve, la remontant pleine. 1 litre d'huile bouillante et pétillante, chatoyante de chaleur, était suspendu dans l'air. Elle le leva haut, son bras tendu, visant directement le nourrisson, Luna. Le temps s'arrêta. Kalin vit l'huile. Il vit le bébé. Il vit Rick gargouillant sur le sol. Il vit son propre échec. Non, il n'y avait pas de temps pour un avertissement. Pas de temps pour la négociation. Il n'y avait que le temps pour l'ordre qu'il avait répété 1000 fois, mais qu'il n'avait jamais donné avec une rage véritable. « Orion, vite !» rugit-il, le mot allemand pour « saisissez » s'arrachant de sa gorge. Orion explosa de son côté. Ce n'était pas un chien. C'était un missile de 40 chevaux de devoir concentré. Morgan, anticipant une attaque sur son bras tenant la louche, tressaillit instinctivement pour le protéger. Mais Orion était plus rapide et plus intelligent. Il ignora l'arme évidente. Il se lança en l'air, ses puissantes mâchoires contournant le bras levé et se refermant avec une force broyant les os sur son autre poignet, celui qu'elle avait utilisé pour ouvrir le gaz. L'élan et le poids du berger frappèrent en son bras comme un train de marchandises. Morgan cria, un cri brut et perçant d'agonie et de surprise qui était enfin, et heureusement, humain. L'impact la fit pivoter en arrière, loin des enfants. Sa main s'ouvrit. La lourde louche métallique fut projetée de sa prise, son contenu décrivant un arc dans l'air chaud de l'après-midi. L'huile brûlante, une vague de feu liquide, passa devant le poteau, manquant Luna de quelques centimètres. Elle frappa la terre sèche et craquait avec un bruit violent, explosant en un nuage de fumée noire et âcre et de vapeur. Le sol lui-même semblant crier en étant instantanément noirci. Le cri que Morgan laissa échapper n'était plus mélodique. C'était un bruit animal brut de douleur et de fureur. Les dents d'Orion étaient verrouillées sur son bras, ses 40 kilos agissant comme une encre parfaite. Et il ne lâchait pas. Il était entraîné pour cela, à maîtriser la menace. Et son grognement était maintenant un terrifiant grondement profond mêlé à ses cris. La formation de Kalin, aiguisée par l'adrénaline du moment et le fantôme de son échec passé, prit complètement le dessus. Il n'y eut aucune hésitation, aucun blocage. Il n'y avait que la menace. « Reculez !» cria-t-il, bien qu'il n'y ait personne à qui crier sinon les enfants. Il rengaina son pistolet d'un seul mouvement fluide. Il ne pouvait pas risquer un tir avec le chien en action et une bouteille de propane à quelques mètres. Il s'élança, couvrant les 3 mètres qui les séparaient en 2 grandes enjambées. Sa cible n'était pas seulement Morgan, c'était toute la scène chaotique. Il vit le brûleur rugissant, le chaudron toujours bouillonnant,
et le réservoir d'argent sifflant. Morgan, toujours en train de crier, essayait de repousser Orion avec sa main libre, son beau visage tordu en un masque de folie pure et non adultéré. « Saleté, enlevez-moi cet animal. C'est seul, cria-t-elle, ses mots se dissolvant en non-sang. C'était une vipère acculée, dangereuse et imprévisible. Kellen n'essaya pas de raisonner avec elle, n'essaya pas de détacher le chien. Il l'utilisa comme levier. Il la saisit par l'épaule et la taille, utilisant son propre élan paniqué et l'ancrage de la prise d'Orion pour la faire pivoter. Il mit tout son poids de 100 kilos dans un balayage de jambes, la faisant reculer loin du brûleur, loin des enfants, loin du chaudron. Ils heurtèrent la terre durement, Kellen atterrissant sur elle, son genou lui épinglant la poitrine, la poussière s'élevant en un nuage suffocant. « Orion, lâche !» ordonna-t-il. Immédiatement, Orion relâcha sa morsure, mais il ne recula pas. Il se tenait au-dessus du bras maîtrisé de Morgan, ses mâchoires dégoulinantes, les crocs découverts. Un gardien silencieux et poilu assurant que la menace restait à terre. Ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Morgan se débattit sous lui, sa peau de porcelaine maintenant maculée de terre et de son propre sang provenant de la morsure d'Orion. Elle était étonnamment forte, alimentée par une rage psychotique. Vous avez gâché ça. C'était presque propre. Kellen l'ignora, ses mouvements économiques et brutaux. Il tordit son bras libre derrière son dos, ignorant ses cris alors qu'il appliquait une prise de poing de pression. Il tira l'autre bras, celui qu'Orion avait tenu, saignant maintenant abondamment, et serra le métal froid des menottes autour de ses poignets, les serrant douloureusement. Ce n'est que lorsque le clic des menottes résonna dans la clairière qu'il s'autorisa enfin à respirer. La menace principale était neutralisée. Il se releva d'elle, ses yeux se tournant immédiatement vers la bouteille de propane. Il s'élança, sa main saisissant la vanne que Morgan avait ouverte et la referma. Le rugissement furieux du brûleur s'éteignit instantanément, remplacé par un silence presque assourdissant, brisé seulement par les crises de larmes hystériques de Morgan et les faibles gémissements du bébé. Le crépitement de l'huile commença à diminuer. Le danger immédiat était passé. Pendant une seconde, Kellen resta là, sa poitrine haletante, l'adrénaline faisant trembler ses mains. Il regarda la femme par terre, une masse pathétique et sanglotante, puis son chien, Orion, qui se tenait à parfaite attention, son regard fixé sur la prisonnière. « Surveillez-la », ordonna Kellen. Orion ne bougea pas, une statue vivante d'obéissance létale. Puis Kellen tourna toute son attention vers les enfants. Son cœur, qui avait été un bloc de glace dans sa poitrine, se fissura. Il tâtonna pour le couteau tactique sur son gilet, ses mains tremblantes rendant la tâche simple difficile. Il courut vers le poteau, tombant à genoux. Léo le regardait, ses yeux complètement vides, son petit corps tremblant de secousses incontrôlables. « Ça va, mon petit, je suis un officier de police. Vous êtes en sécurité maintenant, » dit Kellen, sa voix sonnante étrangère et rauque à ses propres oreilles. Il tendit le couteau pour couper les cordes. Il coupa la corde épaisse liant les poignets de Léo. Les bras du garçon, libérés, retombèrent sur ses côtés. La peau sous les cordes, un désordre brut et sanglant. Kellen descendit pour couper les cordes à ses chevilles, puis la seule boucle retenant le bébé. « Tu es libre, Léo. Tu peux te lever. Tu es en sécurité. » Kellen s'attendait à ce que le garçon court, qu'il s'éloigne précipitamment du terrible chaudron, qu'il se cache derrière lui n'importe quoi. Mais Léo ne le fit pas. Au moment où ses membres furent libres, le garçon de 7 ans ne courut pas. Il s'effondra en avant du poteau, à 4 pattes. Avec un sanglot désespéré et animal, il rampa les 60 centimètres jusqu'à sa sœur Luna. Il ne la prit pas dans ses bras. Il drapa simplement son propre corps émacié de 7 ans sur sa petite forme emmaillotée, la protégeant du monde,
ses bras enroulés autour d'elle comme s'il était un bouclier vivant. Il enfouit son visage dans sa couverture et ses épaules se soulevèrent, bien qu'il ne fît aucun bruit. Il avait été libéré, mais il était toujours un prisonnier, son seul instinct de protéger la dernière chose qu'il avait. Callan se contenta de regarder, son couteau pendant inutilement de sa main. La vue de ce petit garçon brisé offrant son propre corps frêle comme dernière ligne de défense après que le danger soit passé, brisa quelque chose de profond à l'intérieur de l'officier stoïque et cicatrisé. C'était une bravoure que Callan ne comprenait pas. C'était une loyauté qu'il n'avait pas vue même dans la police. Il revit le visage de Rick, la surprise dans ses yeux. Il revit son propre échec. Et maintenant, il voyait cet enfant qui ne s'était pas figé, qui n'avait pas échoué, qui n'avait fait que protéger. Callan était, pour la première fois en 6 mois, complètement et totalement sidéré. Callan resta à genoux pendant 1 seconde, qui s'étira en une éternité, le couteau tactique lourd dans sa main, son esprit tourbillonnant à cause de l'effondrement désespéré et protecteur du garçon. La forme silencieuse et tremblante de Léo drapé sur le nourrisson était une accusation plus profonde que n'importe quel cri. C'était la manifestation physique d'une terreur abjecte totale. L'odeur de la terre brûlée où l'huile avait coulé, mélangée à la graisse rancie et refroidissante du chaudron, l'étouffa. « Bouge! Agis! Répare ça! » Il força sa main tremblante à replier le couteau et à le clipper à nouveau sur son gilet. Il se leva, ses jambes se sentant instables. Morgan sanglotait toujours, un étrange son cyclique de colère et d'auto-apitoiement, tandis qu'Orion se tenait au-dessus d'elle, une sentinelle silencieuse et immobile. Callan leur tourna le dos. Il tâtonna pour la radio sur son épaule, son pouce luttant pour trouver le bouton. Quand il le pressa, sa voix n'était pas le ton calme et mesuré d'un officier de police. C'était une chose rauque et étranglée qui ressemblait à peine à la sienne. 7 King 12, répartition. Il s'arrêta, déglutissant difficilement, luttant contre une montée de bile. 7 King 12, j'ai besoin des services médicaux d'urgence. J'ai besoin de renforts et j'ai besoin des services de protection de l'enfance. Accélérez. J'ai 2 victimes mineures, un nourrisson. La scène est... Il regarda le chaudron, la bouteille de propane, le poteau lié. C'est une tentative d'homicide. Suspect, un garde à vue. Bloc 1200, cul-de-sac du sentier Juniper. La réponse du répartiteur fut un crépitement calme, mais Callan l'entendit à peine. Sa rage était si pure, si froide, qu'elle était presque paralysante. C'était une rage qu'il n'avait pas ressentie depuis 6 mois. Une rage qu'il avait enterrée avec Rick. Mais en dessous se trouvait une vague d'empathie si profonde qu'elle menaçait de le noyer. « Léo, dit-il, sa voix plus douce maintenant. » Il fit un demi-pas vers les enfants, mais Léo tressaillit, serrant sa sœur plus fort, sa tête s'enfouissant plus profondément dans le lange. « Ça va, mon petit. Elle est partie. Elle ne peut plus te faire de mal. » Mais les mots étaient sans signification. Léo était parti, enfermé dans un monde où lui seul pouvait protéger sa sœur. La sirène lointaine hurlante devint plus forte, une invasion bienvenue. Le premier véhicule de patrouille dérapa jusqu'à s'arrêter sur le chemin de gravier. 2 officiers sortant en catastrophe. Le premier était l'officier Miller, un jeune flic, à peine 25 ans, avec une coupe en brosse fraîche et un empressement qui frôlait toujours l'agacement. C'était le genre de gars qui croyait encore pouvoir sauver le monde. Un arrêt de circulation à la fois. « Callan, c'est quoi ce bordel? » Il s'arrêta net. La bouche ouverte alors que ses yeux prenaient en compte le chaudron, la bouteille de propane et les 2 petites silhouettes par terre. Le sang quitta son visage. « Jésus-Christ, » murmura-t-il. Le deuxième officier était le sergent Chen, un vétéran de 15 ans, petit, trapu, avec une attitude tout vue et des yeux qui ne manquaient rien. Chen était le chef de corps, un homme que Callan respectait immensément pour son calme inébranlable. Le regard de Chen balaya la scène d'un seul mouvement exercé.
Kellen, les enfants, le chaudron, Orion et finalement Morgan. Son calme ne se brisa pas, mais son visage se durcit dans un masque de fureur contenue. Sainte Marie, Mère de Dieu, marmonna Chen, sa main tombant sur son arme de service avant de se forcer visiblement à se détendre. Miller, maîtrisez la prisonnière. Mettez-la dans votre voiture maintenant. Je ne veux pas qu'elle soit près d'eux. Miller, ayant l'air livide, hocha la tête et alla mécaniquement relever Orion, menottant Morgan et la traînant, toujours marmonnant à propos de la saleté, loin de la scène. Au moment où elle fut hors de vue, Kelling appela « Orion, ici ». Le berger revint trottinant à ses côtés, son devoir de garde terminé. L'ambulance arriva ensuite, roulant sur le terrain accidenté. Les ambulanciers sautèrent. La chef était une femme d'une quarantaine d'années, son nom Sarah, brodé sur son uniforme. Elle avait un visage calme et maternel et des yeux bienveillants qui avaient clairement vu trop de traumatisme. Mais pas ça. Jamais ça. « Oh, doux Seigneur » souffla-t-elle, attrapant le kit pédiatrique. Elle s'approcha lentement de Léo, les mains levées et ouvertes. « Salut, chérie. Je m'appelle Sarah. Nous sommes là pour vous aider, toi et ta sœur. Puis-je juste la regarder? » Elle tendit une main douce, non pas vers le bébé, mais juste pour toucher l'épaule de Léo. Léo réagit comme un animal acculé. Il laissa échapper un grognement bas et guttural, sa tête se redressant brusquement. « Non, ne la touchez pas !» cria-t-il. Sa voix brute de terreur et de défi. Il montra les dents, essayant de faire paraître son petit corps émacié menaçant. Sarah recula instantanément, son professionnalisme prenant le dessus. « D'accord, chérie, je ne le ferai pas. Je ne la toucherai pas. Tu fais un excellent travail en la protégeant. » Elle regarda Kellen, ses yeux grands ouverts avec une question à laquelle il ne pouvait répondre. Le garçon ne faisait confiance à personne. Kellen regarda Léo, puis Orion. Le chien se tenait à ses côtés, mais sa concentration était entièrement sur le petit garçon. Ses oreilles se tournèrent vers l'avant, sa tête penchée avec une intense curiosité canine. Le chien, celui qui avait arrêté l'attaque, était le seul que Léo n'avait pas crié. Kellen prit une décision qui était complètement contre le protocole. « Chen, dit-il, surveille mes arrières. » Il détacha la laisse épaisse en cuir d'Orion, la laissant tomber au sol. Le chien leva les yeux, interrogateur. Kellen donna un ordre qu'ils utilisaient rarement, voire jamais sur le terrain. Ce n'était pas pour l'attaque, la recherche ou la garde. C'était un mot qu'ils utilisaient à la maison après un long quart de travail, quand Kellen était perdu dans ses souvenirs de Rick. « Orion, dit-il doucement, ami. » Doucement. Orion comprit immédiatement. Toute sa posture changea. La posture militaire dure s'adoucit. Ses oreilles se replièrent légèrement. Sa queue donna un seul coup bas. Il se déplaça lentement, sans menacer, vers le garçon tremblant. Il n'alla pas vers le bébé. Il ne l'envahit pas. Il s'approcha simplement, baissa sa tête massive et doucement, avec un museau humide, poussa le dos de la main de Léo, celle qui agrippait la couverture de sa sœur. Léo se figea, tout son corps devint rigide. Il tourna lentement, si lentement, la tête, son visage strié de larmes à quelques centimètres de la tête puissante du berger allemand qui les avait sauvés. Il regarda les yeux ambrés intelligents du chien. Il regarda Kellen, qui le regardait, son propre visage, un masque d'une douleur qui reflétait celle du garçon. Ce simple et doux contact de l'animal. Ce moment de connexion qui ne demandait rien en retour, brisa le barrage de fer que Léo avait construit autour de son cœur. Le premier sanglot ne fut pas un cri. Ce fut un son arraché de la partie la plus profonde de son âme, un gémissement agonisant d'une perte et d'une terreur si profonde qu'il stupéfia tout le monde en silence. Le sergent Chen tressaillit visiblement. Sarah, l'ambulancière, posa une main sur sa propre bouche, ses yeux se remplissant de larmes. Le mur d'adrénaline et de choc qui avait maintenu Léo en fonction, qui l'avait forcé à être le protecteur, s'effondra en poussière. Il s'effondra sur sa sœur,
son petit corps convulsant de sanglots qui déchirèrent la clairière. Le son d'un enfant de 7 ans s'effondrant enfin, horriblement. Callan bougea. Il arracha son lourd gilet extérieur caneuve et le jeta au sol. Il déboutonna sa chemise d'uniforme, l'enleva, le laissant juste dans son débardeur noir. Il s'avança et doucement, si doucement, drapa sa grande chemise bleu foncé sur les deux enfants, créant une tente douce et chaude. Elle les protégea du chaudron refroidissant, du soleil brûlant, des yeux horrifiés des étrangers. Il s'agenouilla à côté d'eux, plaçant une grande main tremblante sur le dos tremblant de Léo. « Je vous tiens », murmura Callan, sa propre voix enrouée de larmes non versées. « Je vous tiens tous les deux, c'est fini. » Le trajet jusqu'au centre médical pour enfants de Dells fut un flou de chaos contrôlé. Callan refusa de les quitter. C'était une violation du protocole. Il aurait dû rester sur les lieux, remettre les victimes et retourner à son devoir. Mais il ne pouvait pas. Il avait regardé le sergent Chen, qui venait de superviser le transport de Morgan, et lui avait simplement dit « Je les accompagne ». Chen, son visage comme du granit sculpté, hocha simplement la tête une fois. « Allez, nous garderons la scène. » Callan monta à l'arrière de l'ambulance avec Sarah, l'ambulancière, qui travaillait maintenant silencieusement sur Luna. Le nourrisson était hypothermique malgré la chaleur, son système en état de choc. Callan s'assit sur le banc, sa grande silhouette remplissant l'espace avec Léo blotti sur ses genoux, toujours enveloppé dans sa chemise d'uniforme. Le garçon avait finalement pleuré jusqu'à s'endormir dans une stupeur semi-consciente, épuisée, son petit corps sursautant occasionnellement avec un sanglot résiduel. Orion, dans une autre violation du protocole, n'était pas dans un véhicule de patrouille. Il était allongé aux pieds de Callan, sa tête massive reposant sur la botte de son maître. Un gardien silencieux et poilu qui refusait également d'être séparé. Sarah travailla efficacement, insérant une minuscule intraveineuse dans le bras fragile de Luna, le front plissé. « Ces constantes sont toutes chamboulées, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Callan. Choc, déshydratation sévère, Dieu sait quoi d'autre. Callan se contenta de serrer Léo plus fort, sa propre main coupée et contusionnée par l'interception, reposant sur le dos osseux du garçon. Il pouvait sentir chaque protubérance de la colonne vertébrale de l'enfant. C'était comme tenir un petit oiseau brisé. Les portes des urgences s'ouvrirent en grand et une équipe de traumatologie attendait. La transition de l'ambulance à l'hôpital fut déconcertante. Lumière vive, machine bipante, une agitation de blues. Un médecin, le visage masqué, prit les choses en main. Nourrisson et un traumatisme 1, le garçon en pédiatrie 2. Qu'avons-nous, Sarah? Alors que Sarah énumérait les constantes, un autre homme s'avança. C'était le médecin traitant, le docteur Elias. C'était un homme grand et mince d'une 50aine d'années, aux cheveux gris clairsemés et aux yeux profondément fatigués de quelqu'un qui avait vu toutes les horreurs possibles qu'une ville peut infliger à ses enfants. Il portait des lunettes à monture métallique et son visage était bienveillant, mais son professionnalisme était un bouclier. Il regarda Léo, puis Callan, qui le tenait toujours. « Je suis l'officier Callan, je suis avec lui, » dit Callan, sa voix monocorde. Le docteur Elias hocha la tête. « D'accord, officier, montons-les sur la civière. Nous devons travailler. » Callan transféra doucement Léo, et le garçon gémit alors que sa peau touchait le drap froid de l'hôpital. « Le chien reste dehors, » dit fermement le docteur Elias. « Il peut attendre avec moi, » dit le sergent Chen, venant d'arriver dans son propre véhicule. Il avait avec lui une travailleuse des SPE, une femme d'apparence épuisée dans un costume froissé qui était déjà au téléphone. Callan et Dorion s'assirent sur un banc en plastique dur dans le couloir, devant la chambre de Léo. L'odeur stérile de l'hôpital, antiseptique et chimique, était un contraste nauséabond avec l'huile ranque de la clairière. Orion resta en position de coucher professionnel parfaite, mais ses yeux ne quittèrent jamais la porte de la chambre de Léo. Callan se contenta de regarder ses mains.
Il pouvait encore sentir la colonne vertébrale du garçon. Chen s'approcha, lui tendant une bouteille d'eau. Les SPI sont là. La femme s'appelle Davis. Elle commence les démarches de placement d'urgence. Et je viens de raccrocher avec le père. Kellen leva les yeux. Marcus, il s'appelle Marcus, c'est un ingénieur. Il était sur une plateforme dans le Golfe. A pris l'hélicoptère d'urgence pour Houston. Il est en route maintenant. Il semble complètement anéanti. N'avait aucune idée. Il n'arrêtait pas de dire qu'elle lui avait dit qu'ils allaient bien. Elle lui avait dit qu'ils avaient un rhume. Kellen hocha simplement la tête. La rage froide bouillonnante à nouveau. Elle a menti. Elle a menti surtout. Chen soupira, se frottant l'arête du nez. Le docteur Elias vient de me donner le rapport préliminaire. C'est grave, Kellen. Malnutrition sévère, les deux. Déshydratation. Et le garçon, Léo, il est couvert de vieilles contusions, de marques de ligatures sur les poignets et les chevilles qui datent de plusieurs semaines. Pas seulement d'aujourd'hui. Ce n'était pas un cas isolé. Cette chose, elle les affamait, les torturait. Kellen ferma les yeux. Le fantôme de Rick était là, dans le couloir avec lui. Tu vois ça, Rick? Tu vois ce qui existe dehors? 2 heures passèrent. La travailleuse des SPA, Mlle Davis, essaya de lui parler, mais les réponses de Kellen furent monosyllabiques. Il n'était plus un flic. Il était un gardien. Lui et Orion attendirent. Finalement, le docteur Elias franchit la porte, son masque retiré, son visage pâle et tiré. Il regarda Kellen. Il est stable. Nous lui avons administré des fluides. Il dort, mais officier, en 20 ans, je n'ai jamais vu une négligence comme celle-ci. Pas aussi calculée. Il pèse ce qu'un enfant de 4 ans devrait peser. Sa sœur, elle tient à peine le coup, mais c'est une battante. Il fit une pause, regardant le chien. Il a demandé après vous. Kellen se leva. Quoi? Il s'est réveillé 1 minute, dit le docteur Elias d'une voix calme. Juste un moment de lucidité. L'infirmière a essayé de vérifier ses pupilles et il a paniqué, a commencé à crier. Nous n'arrivions pas à le calmer. Le médecin baissa les yeux comme s'il avait honte. Il n'a pas demandé son père. Il n'a pas demandé sa mère. Il a demandé où est-ce le chien? Où est-ce le grand chien? Le docteur Elias regarda Orion qui gémit, sentant son nom. Je me fiche de ce que dit le protocole. Amenez votre partenaire. Il a besoin de quoi que ce soit. Kellen n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il conduisit Orion dans la petite chambre pédiatrique. Elle était faible, la seule lumière provenant des moniteurs lumineux. Léo semblait incroyablement petit dans le grand lit d'hôpital. Une ligne intraveineuse serpentant dans son bras mince. Son visage était plus propre maintenant, mais les marques rouges brutes sur ses poignets ressortaient sur sa peau pâle. Lorsque la porte cliqueta, ses yeux s'ouvrirent en grand, paniqués. « Non, plus jamais, s'il vous plaît, haleta-t-il, essayant de se recroqueviller dans le matelas. « Léo, dit doucement Kellen. C'est moi, c'est l'officier Kellen et j'ai amené un ami. » Il s'écarta. Orion passa devant lui, marchant lentement jusqu'au chevet. Il resta là, immobile, laissant juste le garçon le voir. La panique de Léo faiblit, son souffle se coupant. « Le chien !» murmura-t-il, sa voix un petit râle sec. « C'est ça, dit Kellen, tirant une chaise. Il s'appelle Orion. C'est lui qui vous a trouvé. C'est lui qui l'a attrapé. » Léo regarda le chien, sa petite main s'échappant lentement de sous la couverture. Il toucha le museau d'Orion. Le chien ne broncha pas, resta juste comme une montagne chaude et poilue. Une seule larme roula sur la joue de Léo, mais cette fois-ci, ce n'était pas de terreur. Kellen s'assit tranquillement, laissant le garçon s'ancrer à l'animal. « Léo, dit Kellen après un long silence, peux-tu me raconter ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-elle fait ça? » Léo ne regarda pas Kellen. Il regarda Orion, ses doigts s'emmêlant dans l'épaisse fourrure du cou du chien. Il commença à parler, sa voix mince et rauque comme celle d'un fantôme. « Elle ne nous a jamais aimés, murmura-t-il.
Quand papa était à la maison, elle était gentille. Elle souriait. Mais quand il est parti, elle a changé. Il tressaillit, se souvenant. Elle a dit que nous étions désordonnés, a dit que nous coûtions trop cher. Elle a commencé à nous enfermer dans le placard pour que papa ne nous entende pas au téléphone. Kaylin sentit son sang se figer, mais il garda sa voix égale. Depuis combien de temps, Léo? Longtemps, elle a arrêté de nous donner à manger. Seulement parfois. A dit que nous étions des fantômes. A dit que nous devrions juste disparaître. Il s'étouffa avec un sanglot. J'ai essayé de donner ma nourriture à Luna, mais je n'en avais pas beaucoup. Il regarda Callan, ses yeux anciens avec une douleur qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Aujourd'hui, elle s'est réveillée et elle souriait comme quand papa est à la maison. Elle a dit que c'était le jour de nettoyage. Elle a dit que papa rentrait bientôt et qu'elle devait nettoyer le désordre avant qu'il n'arrive. C'est là qu'elle nous a emmenés dehors vers la marmite. Il enfouit son visage dans la fourrure d'Orion, son petit corps tremblant. J'ai essayé d'être silencieux. J'ai essayé de faire taire Luna, mais elle ne voulait pas arrêter de pleurer. Callan resta assis, le cœur en morceaux, écoutant la confession qui scellerait le destin de Morgan, livrée par un garçon de 7 ans à un berger allemand. La confession murmurée de Léo planait dans l'air stérile de la chambre d'hôpital, longtemps après qu'il soit retombé dans un sommeil épuisé et induit par l'IV. Ses petites mains étaient encore lâchement emmêlées dans la fourrure d'Orion. Callan était assis sur la chaise en plastique, les mots « jour de nettoyage » résonnant dans sa tête, un euphémisme grotesque qui lui serra l'estomac. Il n'était plus seulement un officier sur une affaire. Il était un témoin, un protecteur, et il ressentait un poids écrasant de responsabilité qui éclipsait même son chagrin pour Rick. Ce n'était pas un échec qu'il pleurait. C'était une victoire qu'il devait mener à bien. Il resta assis là pendant une autre heure, un gardien silencieux à côté de son chien, jusqu'à ce que le sergent Chen réapparaisse à la porte. « Callan, il est là. » Callan hocha la tête, retirant doucement la fourrure d'Orion de la prise endormie de Léo. « Reste, mon grand, » murmura-t-il. Orion s'allongea près du lit, une sentinelle poilue. Callan sortit dans le couloir, ses articulations raides, et le vit. Ce devait être Marcus. C'était un homme qui s'effondrait en temps réel. Il était grand comme Callan, avec l'air froissé et épuisé de quelqu'un qui avait voyagé trop loin, trop vite. Sa chemise de travail d'ingénieur était tachée de sueur et de crasse de la plateforme du golf. Ses cheveux étaient un désordre frénétique. Ses yeux grands ouverts et injectés de sang, allant et venant entre Chen, Callan et la porte de la chambre de Léo. Il vibrait d'un mélange toxique de panique, de déni et d'une culpabilité si profonde qu'elle était presque une odeur physique. Où sont-ils? Sont-ils? Est-ce qu'elle? Je ne comprends pas, balbutia-t-il, sa voix se brisant. Le répartiteur a dit, elle a dit quelque chose à propos d'une marmite. Ce n'est pas possible. Morgan, elle les aimait. Elle m'a envoyé des photos. Léo était juste, il avait un rhume. Il les suppliait, les priant de lui dire que c'était une erreur. Chen, toujours le professionnel, posa une main sur son épaule. « Monsieur Marcus, je suis le sergent Chen. Voici l'officier Callan. Lui et son partenaire canin. Ils ont trouvé vos enfants. Pourquoi ne pas aller dans la salle de famille? »« Je veux voir mon fils. » Marcus se jeta sur la porte. Callan, se déplaçant avec une vitesse qui démentait sa fatigue, se plaça devant lui, bloquant le passage avec sa grande silhouette. « Vous ne pouvez pas entrer tout de suite, monsieur, » dit Callan, sa voix calme mais ferme. « Il vient de s'endormir. Le médecin, il a besoin de vous parler d'eux deux d'abord. » Marcus regarda Callan, le voyant vraiment pour la première fois. Il vit l'insigne, les poils de chien sur sa chemise, l'épuisement dans ses yeux. Il se dégonfla, toute l'énergie frénétique disparaissant,
remplacé par un désespoir abyssal et écrasant. Il s'effondra contre le mur, glissant jusqu'à s'asseoir par terre, la tête dans les mains. « Mon Dieu, murmura-t-il, ses épaules tremblantes. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Je les ai laissés. Je les ai laissés avec elle. J'aurais dû savoir. J'aurais dû. Je n'étais pas là. » Les mots étaient presque identiques à ceux que Callan s'était criés dans sa propre tête pendant 6 mois. Je n'étais pas là. Callan regarda Chen, qui hocha la tête, puis il se surprit lui-même. Il ne fit pas la leçon. Il n'accusa pas. Il glissa le long du mur opposé, le dos contre le carrelage frais, jusqu'à être au niveau de Marcus. « Elle vous a trompé, » dit Callan, sa voix rauque. « Elle a trompé tout le monde. Vous ne pouvez pas vous blâmer pour les actions d'un monstre. » Marcus laissa échapper un rire étouffé et amer. « Vous ne comprenez pas, je le sentais parfois au téléphone. Il avait l'air petit. Je lui ai demandé et elle a ri, a dit que j'étais un papa paranoïaque, a dit qu'il était juste fatigué et j'y ai cru parce que c'était plus facile. C'était plus facile que de rentrer à la maison. Et Dieu, c'était plus facile. » Il regarda Callan, ses yeux implorants quoi. « L'absolution. Vous pensez que je ne sais pas ce que ça fait? » dit Callan, les mots ayant un goût de cendre. « Le choix le plus facile. » Marcus leva les yeux confus. « J'avais un partenaire, » continua Callan, fixant le sol poli. « Rick, il y a 6 mois, mandat à haut risque, j'étais censé le couvrir. J'étais fatigué, distrait. Je l'ai laissé entrer en premier. J'ai hésité, juste 1 seconde. Mais 1 seconde, c'était tout ce qu'il fallait. » Il regarda enfin Marcus, ses yeux gris vides de jugement, remplis seulement d'une agonie partagée familière. « Il est mort parce qu'il était plus facile de le laisser prendre la tête. Parce que je n'étais pas là où je devais être. Je vis avec ça chaque minute. » Marcus le regarda, le fossé entre civil et flic disparaissant, ne laissant que 2 hommes se noyant dans leur propre culpabilité. « Alors, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? » murmura Marcus. « Nous les honorons, » dit Callan, la réponse lui venant comme de quelqu'un d'autre. « Nous faisons le travail. Toi, tu vis pour Léo et Luna. Tu deviens le père dont ils ont besoin. Et moi, je fais ça. Je m'assure que cela ne se reproduise plus jamais. » Juste à ce moment-là, la travailleuse des SPA, Mademoiselle Davis, s'approcha en s'activant, les bras chargés de dossiers, le visage figé dans une expression de procédure sombre. C'était une femme d'une 40aine d'années. Ses cheveux bruns étaient tirés en un chignon sévère, son costume froissé par une longue journée. Elle n'était pas méchante, mais elle était une fonctionnaire, un rouage dans un système massif et surchargé. « Monsieur Marcus, je suis Mademoiselle Davis. Nous avons été désignés pour le dossier. Compte tenu des circonstances et de l'enquête en cours, les enfants seront placés sous la garde d'urgence de l'État. » Marcus se précipita sur ses pieds. « Quoi? Non, ce sont mes enfants. Je suis là maintenant. » Mademoiselle Davis soupira, un son de patience exercée. « Monsieur, votre domicile est une scène de crime. Et franchement, nous devons évaluer votre propre capacité à prendre soin d'eux. Ce niveau de négligence, c'est la procédure standard. Ils seront placés dans une famille d'accueil enregistrée. »« Non, » dit Callan, se levant. Davis et Marcus le regardèrent tous les deux. Ils ne vont pas dans une famille d'accueil, pas après ça. Mademoiselle Davis se hérissa. « Officier, c'est une affaire de SP. » Non, le garçon est un témoin d'une tentative de meurtre capital. La coupa Callan, sa voix monocorde. À nouveau tout flic. Il est sévèrement traumatisé. Il ne parlera à personne d'autre que moi et mon chien. Il a besoin de stabilité. Il a besoin de spécialistes. Vous le mettez dans un foyer standard, vous le perdrez. Il se brisera et mon dossier aussi. Il bluffait, mais il s'en fichait. Mademoiselle Davis fit une pause, pesant ses options. « Que suggérez-vous, officier? »« Le centre Brightwood, » dit Callan,
nommant un centre de défense des enfants spécialisé et haut de gamme qu'il ne connaissait que par un gala de charité où Rick l'avait traîné. Ils ont des thérapeutes sur place, du personnel médical 24h24. C'est sécurisé. C'est le seul endroit où ils iront. Vous passez l'appel ou j'appelle mon sergent et il appellera le procureur et nous en ferons une affaire de protection des témoins. Votre choix. Mademoiselle Davis le fixa, vit l'acier inébranlable dans ses yeux et se fana. Je peux passer l'appel, mais Brightwood, c'est pour les cas extrêmes. Callan se contenta de la regarder. Quoi? Dit-il doucement. Appelez-vous cela? 1 heure plus tard, c'était fait. Le transfert était en cours de préparation. Léo était éveillé, vêtu de blouse de hôpital trop grande, ses yeux grands ouverts alors qu'ils emmenaient Luna, maintenant stable dans une petite couveuse, dans sa chambre. Il était transféré. Callan et Orion se tenaient près de la porte. Le moment de se séparer était venu. Mademoiselle Davis attendait dans le couloir. « Léo », Callan s'agenouilla, se mettant au niveau du garçon. « Toi et Luna allez dans un nouvel endroit, un bon endroit. C'est comme une maison sûre, des médecins, des gens gentils, et ton père sera bientôt là. D'accord? » Léo regarda le sol, ses bras minces enroulés autour de lui. Il regarda de Callan à Orion, puis de nouveau, sa lèvre inférieure tremblait. « Êtes-vous avec nous? » murmura-t-il, sa voix minuscule. « Et Orion, le chien vient-il? » Le cœur de Callan fit un bond. « Je ne peux pas rester là, Léo. Je dois retourner au travail, mais je viendrai te rendre visite. Je viendrai te voir. » Le visage de Léo se froissa. La seule encre qu'il avait, l'homme et le chien qu'il avait sauvés, partaient. Il fit un petit pas hésitant en avant et sa petite main crue attrapa le tissu de la chemise de Callan. « S'il vous plaît, murmura-t-il, s'il vous plaît, ne partez pas. » Callan regarda le garçon, ce petit lion de 7 ans qui avait essayé de protéger sa sœur de l'enfer. Il pensa à Rick, à la promesse qu'il s'était faite 1 heure auparavant. Il posa doucement sa grande main sur celle de Léo. « Je reviendrai, Léo. Je te le promets. » Il le regarda droit dans les yeux, et pour la première fois en 6 mois, les mots ne sonnèrent pas comme un mensonge, ne sonnèrent pas creux. Les héros n'abandonnent pas leur partenaire. Et toi, tu es un héros, Léo, tout comme Orion. Callan se leva, une nouvelle résolution inconnue durcissant sa colonne vertébrale. Il avait fait une promesse et cette fois, il serait là. 2 ans plus tard, le soleil d'Austin n'était pas une attente. C'était une étreinte chaleureuse. La chaleur étouffante et chatoyante de ce jour sur le sentier avait été remplacée par la douce lumière dorée d'un après-midi de fin d'automne. L'air ne sentait pas l'huile brûlante et le genévrier sec. Il sentait la fumée de bois de carrier d'un barbecue et l'odeur d'herbe de Saint-Augustin fraîchement coupée. Dans un jardin modeste et propre, dans une banlieue tranquille, le rire remplaça le son des gémissements. C'était le son d'une vie retrouvée. Callan observait depuis une chaise de patio une bouteille d'eau intacte à la main. Il portait des vêtements civils, un jean et un simple shirt gris qui ne pouvait cacher la solide carrure de ses épaules. Mais la fatigue qui s'était autrefois installée profondément dans ses os était partie. Ses yeux gris, plus plats et hantés, observaient le jardin avec un calme tranquille et protecteur. À ses pieds, Orion était allongé dans une parcelle de soleil, son gilet de service depuis longtemps retiré pour la journée. Il avait 6 ans maintenant, son magnifique pelage zibeline toujours épais, mais une poussière de gris distinguée était apparue sur son noble museau. Il était moins une arme maintenant, plus un patriarche, son regard paresseux mais conscient, fixé sur les 2 petites silhouettes qui traversaient la pelouse. « Plus de sauce sur ses côtes, Callan », appela Marcus depuis le grill. C'était un homme différent de celui que Callan avait rencontré dans le couloir stérile et angoissant de l'hôpital. L'ingénieur hanté et défait avait disparu. Ce Marcus était ancré. Il portait un short cargo,
un vieux shirt universitaire et un tablier bon marché qui disait maître du grill. Il avait quitté son travail bien rémunéré sur la plateforme 6 mois après l'incident. Il ne pouvait pas supporter d'être si loin, avait-il expliqué. Maintenant, il possédait un petit magasin de réparation électronique local, un travail qui signifiait moins d'argent, mais assurait qu'il était à la maison tous les soirs pour coucher ses enfants. Il retournait les côtes avec l'air concentré et satisfait d'un homme qui avait fait face à l'abîme et avait choisi de construire une nouvelle vie juste au bord. « Je suis bon, Marcus. Merci, » répondit Callan, souriant. Son regard dériva vers les enfants. Léo avait 9 ans. Il n'était plus le garçon émacié et squelettique de la clairière. Il était maigre, oui, mais maigre-laid et rapide, son visage brillant de l'effort du jeu. Il était tout en jambes et en coudes alors qu'il courait, son rire fort et complètement déchargé. Il criait des tactics dans un jeu de chat à sa sœur, qui essayait désespérément de suivre. Luna, maintenant âgée de près de 3 ans, était un tourbillon dans une robe d'été rose, ses cheveux noirs si semblables à ceux de sa mère, un fait que Callan savait avoir coûté des mois de thérapie à Marcus pour l'accepter, volant derrière elle. Elle était en bonne santé, bruyante et adorait son frère aîné, poussant des cris de joie alors qu'il la touchait et s'enfuyait. Ils étaient normaux. C'était la plus belle, la plus miraculeuse vision que Callan ait jamais vue. Le monstre, Morgan, était un fantôme, un nom prononcé seulement dans le langage clinique et froid du passé. Son procès avait été court. Sa défense avait plaidé la folie, alléguant une rupture psychotique. Mais le témoignage de Callan, associé à la déposition vidéo de Léo assistée par Orion, avait dressé le portrait d'une femme non pas folle, mais méthodiquement et horriblement mauvaise. Le jury l'avait reconnue coupable de 2 chefs de tentative de meurtre capital. Elle était dans un établissement de sécurité maximale à Gatesville, où elle resterait jusqu'à sa mort. Jamais éligible à la libération conditionnelle. Le dossier était clos. Luna, ayant finalement été attrapée, trottina vers Orion, s'affalant sans cérémonie contre sa fourrure chaude, enfouissant ses petites mains dans son épée. Orion, le canef discipliné, se contenta de soupirer de contentement et lécha sa joue, acceptant l'affection du bambin comme faisant partie de son nouveau devoir plus heureux. Léo, haletant, courut vers le patio, le visage rougi. « Hé, officier Callan !» Il l'appelait toujours ainsi, un titre de respect et d'affection. « Hé, Léo, tu as une vitesse sérieuse, là !» Léo rayonna. « Je suis le plus rapide de ma classe. » Il devint ensuite sérieux, la concentration de l'enfant de 9 ans soudainement aiguë. « J'ai quelque chose pour vous. » Il courut à l'intérieur de la maison, ses baskets grinçant sur la glissière de la porte coulissante en verre. Marcus croisa le regard de Callan depuis le gris et se contenta de sourire, un regard de profonde gratitude qui n'avait pas besoin de mots. Léo revint portant un objet rectangulaire soigneusement emballé dans du papier brun. C'était clairement un cadre photo. « C'est de ma part et de Luna », dit-il formellement, le tendant des 2 mains. Callan le prit. Le cadre était étonnamment lourd. Alors qu'il l'acceptait, sa main effleura celle de Léo. Le garçon ne broncha pas. Les yeux de Callan furent attirés un instant par le poignet du garçon. Faiblement visible sur la peau bronzée était une fine ligne argentée, une cicatrice pâle et guérie là où la corde abrasive avait mordu sa chair. C'était une cicatrice de héros, pensa Callan. Un rappel permanent du jour où un garçon de 7 ans avait refusé de se briser. Callan arracha ses yeux de la cicatrice et déballa le cadeau. C'était un dessin réalisé avec les traits audacieux et sincères d'un crayon d'enfant, maintenant encadré professionnellement. Il représentait 4 figures sous un soleil jaune vif. À droite, il y avait un petit garçon aux cheveux bruns tenant la main d'un minuscule bébé dans une couverture rose. À gauche, montant la garde, se tenait un policier dessiné grand et aux larges épaules, et à côté de lui, un berger allemand dessiné presque aussi grand qu'un lion,
la gueule ouverte dans ce que Kellen reconnut comme un aboiement protecteur. Les figures étaient simples, mais l'intention était indubitable. C'était une famille protégée. Scotché au verre en bas était une petite étiquette soigneusement imprimée, écrite en lettres capitales soignées d'enfants. Il était écrit « Callen et Orion, mes vrais héros ». Callen fixa le dessin, sa gorge se serrant, les sons du barbecue, le crépitement du grill, la circulation lointaine. Tout s'estompa. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était ce dessin, un témoignage de survie. Il se souvint du couloir sombre, de l'odeur de poudre, de la vue de Rick tombant. Il se souvint de la glace dans ses veines, des années de culpabilité, de la croyance incessante qu'il avait échoué, qu'il était un lâche. Il avait passé 2 ans à fuir ce moment pour être arrêté par un garçon qui avait fait face à quelque chose d'infiniment pire et ne s'était même pas figé une seconde. « C'est parfait, Léo », dit Callen, sa voix épaisse. Il dut s'éclaircir la gorge. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Le lendemain, Callen apporta le cadre au poste. Il ne l'accrocha pas dans son casier, ni ne le ramena chez lui. Il l'accrocha dans la salle de préparation de l'unité Canua, sur le mur principal, juste à côté des félicitations officielles et de la plaque commémorative des officiers tombés. Il semblait déplacé, une explosion d'espoir aux couleurs de crayon parmi l'austérité officielle. Ses collègues officiers lui posèrent des questions à ce sujet et il leur dit simplement que c'était le résultat d'une affaire. Mais ils comprirent. Ils virent la façon dont ils le regardaient. Callen se tenait souvent là avant un quart de travail, Orion à ses côtés. Il regardait le dessin, puis la plaque commémorative où le nom de Rick était gravé. L'ancienne piqûre aiguë de la culpabilité avait disparu. Elle avait été remplacée par un sentiment de but tranquille. Il n'avait pas seulement sauvé 2 enfants d'un chaudron, Léo, Luna et Orion. Il l'avait sauvé. Il l'avait tiré du couloir sombre et froid de son passé et lui avait rappelé qu'on n'honore pas les morts en se figeant. On les honore en se battant pour les vivants. L'histoire de Callen, Orion et Léo nous enseigne une leçon puissante. Nous prions pour des miracles, attendant des anges, mais les miracles de Dieu sont souvent pratiques. Il n'a pas envoyé un saint parfait. Il a envoyé un officier brisé, Callen, sachant que la propre douleur de cet homme le rendrait incapable de détourner le regard. Il a envoyé un chien fidèle, Orion, pour être son instrument. Dans nos propres vies, vous pourriez être le miracle pour lequel quelqu'un prie. Dieu agit à travers nous. Vous n'avez pas besoin d'être un héros. Il vous suffit d'être la personne qui s'arrête, qui écoute et qui choisit d'agir quand les autres ne le feront pas. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et abonnez-vous pour plus d'histoires qui honorent le bien dans le monde. Si vous croyez que Dieu a placé Callen et Orion sur ce chemin pour une raison, faites-le nous savoir. Commentez « Amen » si vous croyez qu'il envoie toujours des gardiens pour protéger les innocents.